Nous voici donc de retour de la Geek Days première édition qui s'est déroulée à l'île Grand Palais. Elle a accueilli environ 17 000 personnes de tout en réseau. Des cosplayers, dont certains nous ont offert un magnifique concours cosplay, des geeks invétérés venus voir les stands et aussi demander des autographes aux guests présents, mais aussi des personnes n'y connaissant rien à cet univers. Diverses activités étaient proposées. Parmi celles-ci, une possibilité de danser sur le jeu Just Dance avec la vice-championne du monde et double championne française, Dina. Nous avons également eu le privilège de pouvoir l'interviewer. Je suis Dina, la double championne de France et vice-championne du monde de Just Dance. Alors je joue à Just Dance un peu comme tout le monde, casual depuis 2009. Et je suis par contre championne depuis bientôt 2 ans. Si c'est juste avant une compétition, je peux m'entraîner jusqu'à 5 heures par jour. Si c'est tranquille, je ne danse pas tous les jours non plus. Voilà. En fait, si tu veux, moi j'ai commencé à la première Coupe du Monde de Just Dance. Donc elle a été annoncée à l'été 2014. Et moi à l'époque je jouais pas beaucoup, mais je me suis dit je vais tenter ma chance pour savoir si je suis bonne ou pas. Et ça a commencé tout de suite à l'été, donc je me suis qualifiée. Et la première Coupe du Monde à la Paris Games Week 2014, et j'ai été tout de suite championne de France. Et la première année, j'étais 3e mondiale. Je pense qu'en fait, il faut qu'au début, vous ne saurez pas si vous allez percer ou pas, si vous allez réussir. Il faut que vous ayez la foi. Et en fait, il faut prendre une décision. Soit vous vous lancez à 100% et vous vous entraînez à 100% sans savoir si ça va marcher. Soit n'essayez même pas, parce que le niveau dans l'e-sport à l'heure actuelle, il fait que augmenter. Et en fait, soit tu te dédies à fond, soit tu restes un joueur casual, etc. Donc il faut y croire, il faut croire en ses rêves. Au pire, t'essayes, t'as rien à perdre, t'as un peu de temps effectivement, mais ça sera toujours une belle aventure, au moins t'auras pas de regrets. Et il faut poursuivre ses rêves. J'ai toujours bien aimé la danse. Quand j'étais plus jeune, ado, j'ai fait des cours genre de modern jazz, un peu de hip-hop. Et depuis quelques années, je fais de la zumba. Et ça m'aide beaucoup pour Just Dance, effectivement, il n'y a pas à dire. Mais ce n'est pas un critère obligatoire. Le champion du monde ne fait pas de danse en dehors de Just Dance. Et du coup, j'aurais une dernière petite question. Si je te demande le tout premier mot qui te passe dans la tête, c'est quoi? Là, tout de suite? Just Dance. De nombreux stands étaient présents, de l'asiatique proposant des fruits confits, au dernier bar avant la fin du monde pour se rafraîchir, ou aux vendeurs de produits steampunk. Le choix était vraiment très large. Mais vous voulez en voir plus, n'est-ce pas? Voici donc une petite sélection de ce qui nous était prévu. Moi je suis Johan, je suis le directeur du dernier bar avant la fin du monde. La plupart d'entre vous me connaissent déjà un peu. Alors justement, comment t'es venue l'idée d'implanter dans l'île le dernier bar avant la fin du monde? Alors l'idée n'est pas de moi, l'idée est de Cédric Litardi.
C'est lui qui a eu l'idée d'implanter un deuxième dernier bar. Et il a choisi Lille pour ça. Ensuite, il a fallu placer ses pions, ses soldats aux bons endroits. Et je suis son cavalier. Voilà. D'accord, donc en fait c'est Lille, enfin c'est Paris qui vous a finalement aidé à venir vous implanter ici. Tout à fait. C'est le dernier bar du coup de Paris, qui est notre grand frère, qui nous a aidés à nous implanter à Lille. Donc concrètement, ils ont fait quoi pour venir vous aider à vous implanter Ils vous ont donné du matos, des conseils ou... La chose principale, l'argent. Faut pas se mentir, le dernier bar, c'est un bar qui se veut qualitatif, spacieux. Donc l'espace se paye, la décoration se paye. Tout ça demande un peu d'argent, forcément. Et une construction intelligente, de manière à pouvoir proposer un contenu culturel intéressant, adéquat, gratuit. Et en même temps, nous, vivre. Et du coup, l'idée de Paris, l'aide de Paris, c'est les finances, l'expérience. Il faut savoir que le dernier bar à Paris existait déjà depuis 5 ans. Et du coup, leur notoriété. Quand on arrive quelque part et qu'on se présente en étant bonjour, nous sommes le dernier bar, les portes s'ouvrent plus facilement que quand on est monsieur tout le monde. Donc justement, par rapport à tout ce qui est culture, comment vous faites pour sélectionner toutes les animations que vous faites? Là, c'est beaucoup plus facile. Comme certains d'entre vous le savent, on est 7 dans mon équipe, à Lille. Et on a tous nos spécialités. Le jeu de rôle, le comics, le manga, etc., etc. Et du coup, la sélection se fait comme ça. On fait au coup de cœur de chacun, donc je choisis moi ce que j'aime, et tout le monde peut choisir ce qu'il aime. Et c'est comme ça qu'on choisit, nous, ce qu'on fait. Ce que nous, on aime. Là, vous venez de fêter vous 1 an, il y a quelques temps. Après cette première année, quel est le bilan du dernier bar? Est-ce que c'est une grosse réussite? Alors, le bilan est très positif. La communauté a répondu présente. La communauté nordiste et des environs vient chez nous régulièrement. Nous, de ça, on est très contents. Les autres bilans, je ne vous en parlerai pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne. On est en train, avec mon équipe, de prouver que c'est possible, oui, qu'on peut le faire. Maintenant, on n'a pas fini. On n'a pas fini. N'oubliez pas, aujourd'hui, le dernier bar, ce qu'on vous propose à Lille, c'est que la moitié de ce qu'on doit vous donner. Il y a 2 autres salles qui doivent arriver. Notamment, je vous donne une exclusivité, personne n'est encore au courant. On a Shinji Aramaki, designer de mecha armure pour Appleseed, le papa de Albator. Il a bossé sur Starship Trooper, qui nous a dessiné un vaisseau spatial. Le vaisseau spatial est construit, donc la salle de jeu en réseau arrive très prochainement. Ça fera déjà une salle supplémentaire. Et ensuite, pour la fin de l'année, j'aimerais réussir à vous amener l'espace Mad Max avec un 2e bar. Voilà. Et là, le bilan sera bon. Alors, ma dernière question, c'est le premier mot qui te passe par la tête là maintenant tout de suite, c'est quoi? Bleu. Ok, ouais, d'accord, pas de problème. Je peux rien, c'est Max. Ça marche. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Je me suis Holkenheim Craft, ou Olivier, c'est plus simple. Et ma petite boutique, c'est une boutique de création de bijoux orientés rétro-futuristes. Mais je fais aussi du victorien, du steampunk, de la lithothérapie, un univers assez étendu, divers et varié. Est-ce que tu as été formé à cet art ou est-ce que tu as été autodidacte? Alors, c'est une question assez particulière. À la base, je suis créateur par moi-même, je faisais un peu autodidacte, mais j'ai voulu me perfectionner, donc je me suis lancé dans une école de design, donc qui m'a donné le diplôme de designer, ce qui m'a permis de compléter certains manques que je ne pouvais pas avoir en autodidacte. Justement, tes créations, tu les crées à partir de quoi? Alors pour ça, ça dépend du produit. Certains produits sont faits de A à Z, du fait que j'ai une formation de designer, j'ai une formation de forge. Et d'autres produits sont des produits faits avec des matériaux de récupération. Quand par exemple, toutes les pièces d'horlogerie, ce sont des horloges que je récupère en braderie, que je démonte et que je viens revaloriser, leur donner une nouvelle vie en forme de bijoux. Combien de temps tu passes généralement sur une création? De là, certaines créations peuvent me prendre quelques minutes, d'autres créations peuvent me prendre une journée en complète. Tout dépend du travail à effectuer dessus. Mais plus la pièce sera grande, plus le temps de s'arrêter serait grand. Comme par exemple, les grandes pièces mécaniques, elles demandent facile une bonne douzaine d'heures de travail. Du coup, une dernière petite question, c'est selon toi une qualité qu'il faut avoir pour faire ce genre de choses? Je dirais 2 qualités. Une passion, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de temps, et une forte habilité. Nous avons également pu rencontrer de nombreux cosplayers, dont certains nous ont accordé le privilège d'une interview.
Alors, moi je m'appelle Audrey. Et mon personnage c'est Gérald de Rive, tiré de la saga The Witcher. Depuis combien de temps tu fais du cosplay? Là, ça fait 3 ans à peu près. Tu construis toi-même tes cosplays? Ouais, j'essaye de faire au maximum moi-même. Il y a quelque chose qui a été vraiment difficile à faire sur ce cosplay, plus que les autres? Chaque costume, en fait, j'ai un petit challenge supplémentaire. Ici, par exemple, j'ai appris à faire des cottes de mailles. J'en avais jamais fait, donc j'ai appris à faire des cottes de mailles. Et j'ai appris à faire des épées aussi. Et c'est quoi exactement la matière justement de l'épée? Parce que je pense que ça peut être important pour les gens qui voudraient faire du cosplay. Alors celle-ci, il y a une moulure en bois au centre pour éviter qu'elle ne se plie, qu'elle soit trop molle. J'ai mis de la mousse, tapis de sol classique. À la base c'était du ruban de masquage pour que ça tienne ensemble, de la colle à bois pour solidifier et donner une surface lisse. Et puis après c'était le travail de la peinture. Celle-ci, après je l'ai peaufinée, donc maintenant j'ai rajouté des parties en Worbla. Donc il y a la poignée, il y a la garde. Et l'épée, c'est le nouveau matériau, c'est le tibra. Donc ça a fait une surface plus lisse aussi. Et alors les têtes de loup ici, j'ai fait un modèle en pâte modelable, on va dire, dans les deux sens. J'en ai fait un moule. J'ai coulé de la résine pour le reproduire plusieurs fois et puis après c'est le travail de la peinture encore une fois. Ton tout premier cosplay que tu as fait, à quoi il ressemblait et qu'est-ce que c'était? Alors c'était Sailor Cosmos, tiré de Sailor Moon. Et je l'ai fait en 3 fois parce que j'ai d'abord fait le costume où là j'ai quand même beaucoup... J'ai acheté mais des vêtements normaux on va dire et je les ai adaptés pour que ça ressemble au personnage et puis j'ai peaufiné donc... Je l'ai fait en 3 fois et à la 3e fois maintenant j'avais la bonne perruque etc. Donc maintenant elle ressemble à quelque chose vraiment. Finally. Sinon si tu auras un conseil à donner aux gens qui aimeraient faire du cosplay mais qui n'ont pas forcément les capacités pour en faire ou qui ont peur tout simplement, qui n'osent pas se lancer. Il faut se laisser aller, si on a envie, il faut essayer. Au début, c'est jamais facile. Je suis passée par là aussi. Tous les cosplayers sont passés par là. Quand on débute, il ne faut pas se lancer dans quelque chose de trop compliqué. Donc un truc simple. Et puis au fur et à mesure, on rencontre des gens, on prend des astuces. J'avais jamais fait d'armure, j'avais jamais fait d'épée. Il y a plein de tutos sur internet, il y a plein de cosplayers sympas qui travaillent la mousse, le warbler, etc. Donc on peut prendre des conseils partout. Et alors c'est de faire petit à petit en fait. Au fur et à mesure qu'on engrange de l'expérience, on peut viser à chaque fois un peu plus difficile. La dernière question, est-ce que tu aurais un mot, juste un mot, le premier qui te passe par la tête à nous dire juste pour le fun? Fun. Merci beaucoup. I am Sina of Manly's Cosplay and I'm from the Netherlands. Since when did you do cosplay? And what was the first cosplay do you do? I started in 2009. I was already looking all the pictures online with the Lara Croft lookalikes like these, and it was so awesome. At one point I just started, and I started with Classic, the Lara Croft Classic, the first one. And since then I still keep it improving it, and I really love it. Have you ever realized other cosplays and what? I mean other than Lara Croft? I did Batman and Felicity Smoke from Arrow. And 9 out of 10 it's Lara Croft. But otherwise it's other awesome cosplay badass girls. Yeah. Created you yourself your cosplay or and if it's yes, what was the most complicated things to do? Mostly I try to make it myself. Only if it's clothes I try to buy and just adjust it, modify it. Every Lara Croft cosplay has the big belt that everyone has a problem with, and that's also for me a big trouble. I cannot sew really well, so also the backpack is also a bit difficult, but this is just bought one, just like it's fine. Everyone who looks at the belt. Have you got an advice to people who begin the cosplay? It's cosplay can be as pricey as you want. People say it's expensive. It is, but you can start it with cardboard. And I've seen Iron Man in cardboard. It was just perfect. So everything is possible, and you don't have to be accurate. It's just having fun. Just
doesn't matter. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, thank you very much. Alors Mélodie, Wire Queen dans Xena. Et moi je m'appelle Mélodie, aussi comme elle. Et je fais une Vulcaine de Star Trek. Depuis quand faites-vous du cosplay et avez-vous fait d'autres personnages? Moi c'est la première fois, mais je compte revenir et refaire mon costume moi-même parce que là je l'ai loué. Moi j'ai déjà fait un personnage de Doctor Who, une série britannique. Que toi tu crées tes cosplays toi-même? J'en ai commencé un, c'est mon premier, c'est un cosplay de Loki mais il n'est pas encore terminé. Alors est-ce que tu éprouves certaines difficultés sur certaines pièces de ton cosplay? Là je suis en train de faire le casque, donc oui, ça prend du temps. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans le cosplay mais qui hésiteraient un petit peu à se lancer dedans par peur? Moi je pense qu'il faut oser, mais après ça prend du temps. Si je vous demande le tout premier mot qui vous passe par la tête, lequel c'est? Geek. Génial. D'accord, merci beaucoup mademoiselle. Je m'appelle Sarah et mon personnage c'est Lady Deadpool. Donc c'est la Deadpool d'un univers parallèle donc, où Deadpool est une fille. Alors est-ce que tu fais du cosplay depuis longtemps? Et est-ce que tu as déjà fait d'autres personnages? Ok, alors à l'origine non, je suis une Lolita, donc je m'habille tous les jours en Lolita et c'est pas du tout mon univers. Et en fait c'est parce que j'étais vraiment fan de ce personnage. Du coup je l'ai réalisé. Du coup tes costumes de Lolita, est-ce que c'est toi qui les réalises? Il y en a certaines que j'ai réalisées moi-même, comme des kimonos entièrement brodés, des choses comme ça. Après, dans Lolita, il y a des vêtements de marque et du coup, j'achète plus la marque pour avoir la qualité en fait. D'accord. Et est-ce que tu éprouves des difficultés justement parfois à faire, par exemple, ton kimono, par exemple, est-ce que tu as éprouvé des difficultés dessus? Bah oui, particulièrement, je sais que j'ai galéré au niveau des coins, par exemple, sur la combinaison qui était assez compliquée, ou les armes qu'il a fallu fabriquer en mousse pour la convention spécialement parce que je voulais les faire en bois. Des petites choses comme ça, mais après, on fait du MacGyver. Si tu aurais un conseil à donner aux cosplayers qui souhaiteraient se lancer mais qui n'oseraient pas, qu'est-ce que tu leur donnerais? Il faut pas hésiter à se lancer, faire du cosplay, c'est pas compliqué. Puis il y a plein de tutos qui sont disponibles sur internet et c'est assez facile à faire quand même. Si je te demande le tout premier mot qui te passe par la tête, lequel c'est? Deadpool. Ça paraît logique. Ça marche, je te remercie beaucoup. De nombreux guests étaient aussi présents pour signer des autographes. Nous avons donc pu poser quelques questions à certains d'entre eux. Je suis Benoît Toubab Bod et je suis illustrateur, auteur, peintre et je fais de la BD, tout ça, voilà. D'où vient ce nom Toubab? Toubab, c'est parce que je suis pas de France en fait, j'ai grandi en Guinée à Conakry exactement et j'y suis resté de mes 2 ans jusqu'à mes 18 ans et Toubab c'est blanc là-bas, donc moi j'ai gardé ça et c'est un anagramme de mon nom qui a été trouvé par mon père et voilà. Est-ce que tu as été formé à ce que tu fais en fait? Pas vraiment, en fait vraiment en études j'ai 3 années de fac d'art plastique. Mis à part ça, en fait, je suis pas né avec un crayon dans les mains. En fait, j'ai commencé à dessiner à 13 ans. Et depuis mes 13 ans, en fait, je dessine un peu avec tout ce qui me tombe sous la main et j'aime bien mélanger des techniques et ça vient surtout de ça. Est-ce que c'est ton métier principal ou est-ce que tu arrives à en vivre? J'arrive un petit peu à en vivre, c'est pas mon métier principal, j'ai un métier fixe à côté qui me permet d'avoir un revenu tous les mois sûr. Mais j'espère que d'ici pas longtemps, quelques mois, quelques années maximum, j'arriverai à en vivre. Est-ce que ce genre de convention te permet d'élargir ton public? Oui, clairement, ouais. Et puis après, c'est vraiment là qu'on peut rencontrer notre public justement et puis qu'on peut faire découvrir notre travail aux personnes du festival. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Et après, en fonction des salons, il faut s'adapter et puis voilà, présenter des choses qui peuvent potentiellement intéresser le public. S'il fallait désigner une qualité qu'il faut avoir pour ce genre de choses, est-ce que tu en aurais une en tête? L'envie. Non. C'est concrètement en fait moi j'ai beaucoup d'amis dessinateurs et quand on était en fac d'art plastique on était énormément de dessinateurs qui sont nettement plus doués que moi d'ailleurs et au final on n'est pas beaucoup à continuer à dessiner. En fait on se rend compte que c'est ça, c'est pas faut pas bien dessiner, il faut avoir une bonne technique et tout ça, mais ce qui est le plus important c'est d'avoir envie de dessiner et d'avoir envie de faire ça pendant beaucoup de temps. C'est surtout ça. Alors toute première question, j'aimerais une petite présentation de vous. Alors votre prénom, hobby, passion, métier, votre lieu de résidence pour les fans. Et non, rigole, on va juste se contenter au prénom. Alors bonjour à tous, moi c'est Jérémy Végel, le réalisateur de Serial Gamer. Je suis web designer de métier, je travaille dans une agence web. Et en fait la série elle porte sur les jeux vidéo parce que je suis fan de jeux vidéo moi aussi, donc je joue un peu à tous les jeux du moment en fait. Dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, je le teste, je l'essaye et voilà. Bonjour, mon prénom est Mathieu, mon nom de famille est Henquin. Je suis actuellement auxiliaire de vie scolaire. Je suis aussi
co-créateur de la web-série Serial Gamer. Et dans Serial Gamer, en fait, je joue le rôle de Rob. Alors salut, moi c'est Joris. Je travaille dans l'industrie automobile, dans un centre de recherche. Donc c'est aucun rapport avec la web-série. Je connais Mathieu et Jérémy depuis longtemps en fait, et du coup j'ai passé le casting pour avoir un rôle dans la série. Et donc moi mon rôle c'est le coach de l'équipe. Donc voilà, dans la saison 1, c'est un petit rôle un peu à part et qui va prendre de l'importance dans la saison 2. Ben moi c'est Sophia. Je joue le rôle de Sarah dans la série. Je suis passionnée, moi personnellement je suis passionnée de films. Dans la vie je suis assistante de manager, mais mon plus grand rêve ce serait de devenir comédienne actrice. Donc ben on essaye de faire comme on peut. Qu'est-ce que vraiment Serial Gamer en fait, selon vous quoi? Alors Serial Gamer c'est une web série qui est partie sur un projet entre potes où Alexandre, le scénariste de la série, est revenu d'une école de cinéma qui était au Québec et il s'est dit voilà, moi pour percer il faudrait que je fasse des scénarios, que j'écrive des scénarios et du coup je sais que toi t'aimes bien réaliser, moi j'aime bien écrire, Mathieu était là avec nous et ça serait bien qu'on bosse sur un projet ensemble. Donc oui, mais quoi, tu aimes bien les jeux vidéo, j'aime bien les jeux vidéo, on aime bien les films, on n'a qu'à faire des vidéos sur les jeux vidéo. Alors après le format web série c'était pas forcément prévu au départ, on était plus parti sur un court-métrage ou autre chose, c'est plus au fur et à mesure faire des réunions et dire qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'on est parti sur le projet d'une web série. Et du coup cette web série c'est une histoire d'une bande de potes qui est passionnée par les jeux vidéo et qui aimerait bien percer dans le milieu du pro gaming, donc de devenir des vrais pro gamers, gagner leur vie en faisant de la compète. Sauf que ils sont pas forcément super doués au départ et du coup il leur arrive plein de choses et c'est assez marrant à regarder. Et du coup voilà, toute la série tourne autour de cette préparation pour les compétitions e-sport. Vous êtes combien en tout vraiment sur le projet? Alors en fait pour la saison 1 on n'était que 1, 2, 3, 4, 5, 6, on n'était que 6. Pour la saison 2 qui arrive bientôt, parce que je ne l'ai pas dit, mais la saison 1 est déjà diffusée sur YouTube, il y a 12 épisodes d'environ 7 minutes. La saison 2 arrive très prochainement, sûrement courant juin. Et en fait pour la saison 2 par contre on a vraiment poussé la barre au-dessus, on a monté le niveau et du coup on est presque une trentaine dans l'équipe, acteurs et staff confondus. Avant j'étais tout seul derrière la caméra, maintenant je suis derrière la caméra mais on a quelqu'un pour percher, pour prendre le son. On a un script, on a quelqu'un qui fait le clap. Enfin, je veux dire, on a vraiment une bonne équipe derrière. On a beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus de personnages dans la série, beaucoup de décors, etc. Donc voilà, ça a vraiment pris du volume par rapport à la saison 1. On peut être d'accord sur au moins une 3e saison. Et puis si on s'amuse encore, on ira encore au-delà, mais c'est si on s'amuse encore, quoi. Je sais pas, je pense que tu es d'accord avec ce que je dis, Jérémy? Ouais. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que Alex, donc notre scénariste, est très inspiré. Donc ça va vraiment être en fonction de nous, si on a des bons retours. En tout cas, 3 saisons, ça c'est sûr. Et après, on a déjà prévu des ouvertures pour une 4e, voire une 5e saison. Enfin, sinon, on a beaucoup d'autres projets dans nos tiroirs aussi pour débuter. Mais comme là, Serial Gamer, ça nous prend du temps. On est quasiment que consacré à ça. Et donc, on verra vraiment en fonction du temps qu'on a et de la motivation des gens. Est-ce que vous avez... à part Serial Gamer, un autre projet, des autres projets en cours ou dans votre tête que vous avez l'idée de faire? Justement, ça tombe bien que tu parles de ça parce qu'il y a une petite semaine, on a créé et lancé la chaîne Twitch Playmore TV. Donc c'est disponible, le lien est disponible sur notre Facebook, enfin un peu partout. Et donc on a commencé à streamer sur Twitch. On est une petite équipe de 3-4 streamers, donc on stream plein de jeux différents et c'est intéressant parce que jusque là on faisait de la vidéo. Vous pensez faire combien de saisons à peu près, si vous avez une idée? Intéressant, on n'est plus dans la fiction, on est dans le partage de jeux, on est dans la coop, on est dans l'affrontement, enfin c'est vraiment cool. Et puis on a aussi d'autres projets d'émissions, peut-être sur YouTube, peut-être aussi en live, une adaptation d'une émission étrangère pour la France. On bosse encore dessus, peut-être une émission de journalisme sur le jeu vidéo, mais voilà, ça c'est encore à l'état de projet. Enfin, il y a des co-geeks. Et des co-geeks très justes dont les épisodes sont déjà présents sur YouTube. Pareil, hein, les liens sur le Facebook de Serial Gamer.
Et puis, est-ce que tu as parlé de l'association Playmore qu'on a créée en début d'année pour encadrer tous nos projets? Ouais, donc en fait, dans les projets qu'on a fait, donc pour Serial Gamer, en fait, jusque maintenant, on était juste entre potes à le faire sans vraiment structure. Et en fait, comme on prend de l'ampleur, qu'il y a de plus en plus de lieux à louer, à emprunter, etc., les communes ou quoi qui nous prêtent des lieux nous demandaient d'avoir une structure légale. Donc on a décidé de créer une association qui s'appelle Playmore Studio. Et du coup, cette association-là, en plus d'encadrer Serial Gamer, elle encadre donc notre chaîne Twitch, elle encadre DecoGeek, enfin tous les projets qu'on fait. Et en fait, à terme, on essaye de mettre en avant la culture jeux vidéo dans les esprits des gens qui justement ne connaissent pas les jeux vidéo. On essaye de changer en fait l'image négative que les médias ont sur nous. Souvent les médias disent qu'on est des psychopathes, tueurs en série, et nous en fait au travers de cette association on va essayer justement de changer cette image et de montrer que c'est des gens comme tout le monde qui ont juste une passion, quoi. L'avant-dernière question, est-ce que vous avez l'idée de, d'inviter d'autres youtubeurs dans votre série en fait? Est-ce que ce serait une idée, je sais pas, une collaboration avec quelqu'un que vous aimeriez faire, que vous aurez envie, quoi? Alors on a quelques acteurs de la web-série Ulysse qui vont participer à la saison 2. Alors je ne sais pas si tu appelles ça des guests ou des invités, pour nous c'en est, mais voilà, donc c'est des gens qui font une autre web-série qui est super bien. Je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas Ulysse. Et sinon en gros youtubeur, pour l'instant c'est pas prévu, mais on est toujours ouvert à des propositions. On s'entend bien avec pas mal de youtubeurs. Après on veut pas non plus faire venir des youtubeurs connus pour faire venir des youtubeurs connus, quoi. Le but c'est que ça a vraiment un intérêt pour son jeu d'acteur, etc. Et pas simplement pour dire hey, regardez il est là et venez regarder notre web série, quoi. Dernière question, est-ce que vous aurez un conseil pour les gens qui aimeraient se lancer sur YouTube mais qui n'ont pas forcément le cran de le faire? Un conseil pour se lancer sur YouTube, n'ayez pas peur, just do it, voilà. Il manque juste le fond vert et puis vous pourrez vous éclater. Non mais vraiment le conseil c'est de ne pas avoir peur, de se lancer. Vous n'avez pas de caméra, faites-le avec vos téléphones, essayez de faire... N'essayez pas tout de suite de faire un projet très conséquent, faites des petites vidéos de 1 ou 2 minutes. Pensez à bien construire votre scénario pour que ce soit intéressant. Il ne faut pas juste faire des vidéos pour faire des vidéos, mais ne vous engagez pas dans un projet énorme si vous commencez. Plutôt faire des petites vidéos qui ne demandent pas beaucoup de budget. Ne prévoyez pas de faire ça dans des décors de malades. Commencez dans votre chambre ou dans votre jardin. Voilà, et simplifiez au maximum pour que ce soit facile à faire. Parce que forcément, si c'est dur, ça ne va pas rendre. Et souvent on dit qu'on peut faire avec les moyens du bord, mais ça reste quand même compliqué de faire de la bonne qualité avec les moyens du bord. Donc l'important c'est le scénario, le jeu d'acteur, et ça tout le monde peut s'entraîner à le faire sans forcément de moyens. Et voilà, lancez-vous, et surtout vous êtes sûrement les premiers à le savoir, sur YouTube il y a plein de trolls, donc c'est les gens qui pensent qu'à critiquer, c'est leur but principal, c'est de critiquer tout le monde. Donc ça, il ne faut pas s'arrêter à ça, en fait, il faut surmonter, parce que souvent les gens critiquent, disent c'est nul, mais ils disent pas pourquoi, donc ça sert à rien. Et il ne faut pas se braquer, en fait, il ne faut pas se dire ah bah lui il a dit c'est nul, alors c'est nul ce que je fais. Il faut aller au-delà et pas se concentrer là-dessus et continuer toujours et persévérer, voilà. Est-ce que vous avez un mot, juste un seul mot, le premier qui vous passe par la tête à dire, juste pour le fun? Mot? Bisous dans vos corps. Poney. Moi c'est juste un rire. En tout cas, merci beaucoup l'équipe de Serial Gamer. Un vrai petit mot sérieux, donc on vous donne rendez-vous les 7 et 8 mai à la Gameplay en Belgique. Et en fait, il y aura une petite surprise, on peut appeler ça une surprise, même si c'est un peu annoncé. Ouais. Donc vas-y Sophia. Alors les 7 et 8 mai, à la convention Gameplay à Colfontaine, en exclusivité, les 2 premiers épisodes de la saison 2 seront diffusés. Tout d'abord, pourrais-tu nous présenter ta chaîne? Alors, ma chaîne c'est Le Chat Japonais, où je présente des mangas et des animés qui sont cultes, mais je présente avant tout des œuvres qui m'ont plu et des œuvres que j'ai envie de partager au plus grand nombre. Donc voilà, c'est ça en fait à la base de ma chaîne, c'est vouloir partager ma passion. Donc je présente des animés, des mangas et aussi mes lectures, les lectures qui ne sont pas forcément sorties en France. Voilà. D'accord.
Alors là actuellement tu es à une 50aine de vidéos sur ta chaîne. Et du coup on voulait savoir quand est-ce que tu as commencé à faire ces chaînes et pourquoi tu t'es décidé à commencer ces vidéos. Pourquoi j'ai voulu commencer la chaîne, c'est que à l'époque il n'y avait pas forcément beaucoup de vidéastes sur YouTube et en fait justement il y avait des œuvres dont on parlait pas forcément et en fait j'ai eu le désir de partager ces œuvres et en fait c'est ça. Au début j'ai voulu intégrer une chaîne qui existait déjà. On m'a dit oui mais tu parles d'animé pas forcément connu et du coup moi je me suis dit autant se lancer tout seul et voilà. Oui. Alors du coup oui, tu dis que tu as voulu te lancer avec une autre chaîne. Donc du coup maintenant tu fais tes vidéos absolument tout seul ou tu as d'autres gens qui t'accompagnent avec toi? Alors au début j'étais tout seul et en fait au fur et à mesure de temps en temps avec des collègues je faisais des apparitions, je répondais à des vidéos de certains de la chaîne avec qui je voulais participer. Mais en ce moment, je travaille plus tout seul, j'écris et j'enregistre mes vidéos et il y a un ami qui les monte, c'est Milo, il a une chaîne, il fait des YouTube Poop et donc voilà, maintenant en fait je suis accompagné, mais sinon le travail de base, c'est-à-dire l'écriture, c'est uniquement moi, voilà. Et donc du coup, comment tu choisis tes mangas? Enfin, tous ceux que tu présentes, comment tu les choisis? Est-ce qu'il y a une signification particulière derrière ou... En fait, c'est en plein visionnage, je vais avoir le coup de cœur. Et il faut que je me dise, et je me dis putain, cette œuvre, elle n'est pas du tout connue. Enfin, et c'est vraiment dommage où les gens ont une mauvaise image de cette œuvre. Et en fait, c'est ce déclic. En fait, c'est pendant le visionnage, il faut que je me dis, il faut que je le partage. Et donc là, actuellement, tu as plus de 8000 abonnés. Est-ce que tu as déjà été invité sur d'autres conventions ou ailleurs? Et du coup, est-ce que tu aimes bien venir en convention et rencontrer tes abonnés? J'ai été invité à une micro-convention qui a eu lieu à Lille, au campus de Lille 1. C'était Lille Otaku, c'est ma première convention. Et là, c'est ma première convention officielle. Mais sinon, je participe souvent au Paris Manga et à Japan Expo. Parce qu'à côté de ça, en fait, je suis partenaire avec un site, les Illuminati, où justement je fais des chroniques manga. Les éditeurs m'envoient des mangas, les sorties, et je donne mon avis. Et justement avec ça, j'ai un accès presse. Donc je peux me balader un petit peu dans la convention et ça fait toujours plaisir de rencontrer des personnes qu'on connaît sur Twitter ou dans les commentaires de la chaîne YouTube. Et donc du coup, est-ce que pour terminer, tu aurais un petit conseil à donner pour les personnes qui souhaiteraient se lancer sur YouTube et qui n'oseraient pas forcément? Si vous avez une idée, lancez-vous. Mais il faut le point de départ, c'est la passion. Il faut que vous ayez le désir de partager votre passion ou des œuvres que vous aimez. Et franchement, même si vous jugez que au niveau du son, de l'image, c'est pas top, lancez-vous. Vous regardez ma première vidéo, elle est totalement nulle, on n'entend rien. Mais au fur et à mesure, vous avez toujours ce désir de progresser. Et franchement, c'est la passion, c'est le moteur. C'est le moteur, donc si vous êtes passionné, lancez-vous et parlez de quelque chose que vous aimez. Ne faites pas quelque chose qui marche ou que tout le monde fait. Sinon, vous allez un peu subir le diktat du public et de toujours vouloir plaire. Et au final, vous n'allez plus vraiment vous reconnaître. Donc, faites quelque chose que vous aimez, bordel. Et donc du coup, dernière question. Est-ce que tu aurais juste un mot à dire? Juste un. Le premier qui te passe par la tête. Culotte. Nous savons que les avis sont très mitigés, mais voici le nôtre, et il sera très simple. Pour une première édition, malgré ses failles, qui sont quand même assez énormes, je veux bien l'admettre, cet événement a été plutôt bien réussi. Pour ceux qui ont pu aller à cet événement, nous espérons que celui-ci vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Pour ceux qui n'auront pas eu la chance de pouvoir venir, on espère que ceci vous aura donné l'envie de nous rejoindre l'année prochaine pour la deuxième édition. C'était Rems, Vico et Céleste. Salut, à la prochaine pour une prochaine histoire.